Petit quiz aujourd'hui sur Mediatico. Savez-vous quel est le secteur d'activité qui relie les enjeux à la fois économiques, sociaux, climatiques, sanitaires et financiers? Un secteur d'activité qui nous concerne 3 fois par jour et qui est en pleine quête de sens en ce moment. C'est l'agriculture, bien sûr, un secteur en transition qui a besoin à la fois de proximité avec les consommateurs et puis de financement aussi pour faire cette transition. Et pour relier tous ces enjeux à la fois, il y a un instrument, le financement participatif, et puis il y a un homme qui a décidé, avec le financement participatif, de révolutionner le financement de l'agriculture et de mettre en valeur les héros de la transition agricole, du climat, de l'environnement et de notre alimentation. Bonjour Florian Breton. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. En 2015, Florian Breton, vous avez créé la plateforme de financement participatif Mimosa, avec 2 i. Pour commencer, première question, pourquoi il y a 2 i Pourquoi dans 2 Mimosa? i? Alors 2 choses. Déjà, premièrement, c'est pour symboliser l'innovation. C'est vrai que pour les plus intéressés par les jeux vidéo, Nintendo s'en était servi aussi pour la Wii, par la Wii, avec les 2 i. Mais au-delà de cette partie un peu plus techno et un peu plus innovation, le vrai sujet, c'était de rapprocher 2 personnages. On voit très bien avec les 2 i, les 2 points qui représentent vraiment les 2 visages, pour symboliser l'agriculteur et le consommateur et le citoyen que nous sommes, en retissant des liens, en recréant des liens qui, selon moi, ont été un petit peu distancés depuis à peu près 2-3 générations. Alors Mimosa, c'est la première plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole et à la transition alimentaire. Mais d'où vous est venue cette idée ? Alors déjà, je pense que c'est lié à quelque chose d'un peu plus irrationnel. Je suis moi-même petit-fils d'agriculteur, je suis né dans les Pyrénées-Orientales. On remonte à l'enfance, on remonte le déclic qui se fait à l'enfance. Donc j'ai grandi au contact de mon grand-père, qui était plus précisément un viticulteur. Donc j'ai grandi avec cette sensibilité, cette éducation autour du monde agricole, sensibilité à la fois des hommes et des femmes qui se lèvent tous les jours pour nous nourrir, sensibilité aussi et humilité face à la nature qui est séculaire, voire millénaire. Et puis donc en grandissant dans ce milieu-là, en ayant moi-même fait un petit peu de viticulture, de maraîchage et d'arboriculture, après avoir réalisé une business school à Marseille et une première vie professionnelle plutôt dans l'univers des médias, j'ai en effet tout abandonné en 2014 pour créer Mimosa en 2015 avec la volonté de révolutionner le financement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et on était à l'époque la première plateforme thématisée sur l'agriculture en Europe et même la deuxième à 3 mois près au niveau mondial. Je n'aurais pas ce trophée sur mon étagère. Pardon. Alors on va y venir, mais on ne va pas aller trop vite. Je voudrais rester un petit peu sur votre enfance. Qu'est-ce qui vous a transmis votre grand-père ? Il m'a transmis, encore une fois, ce que je rappelais, l'humilité déjà face à la nature, l'éducation et l'amour de la terre, la reconnaissance des agriculteurs aujourd'hui qui, comme je le rappelais, se lèvent tous les jours pour nous nourrir. C'est finalement un métier extrêmement noble, un métier millénaire. C'est la plus vieille relation entre l'homme et la nature que nous puissions vivre aujourd'hui sur notre planète. Et c'est important de le rappeler, notamment dans des temps aujourd'hui avec la crise en Ukraine notamment, et puis avec le Covid qui est passé par là, combien l'enjeu agricole et agroalimentaire est important quand on parle de sécurité et de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, il faut respecter aussi les agriculteurs pour ce qu'ils sont. On a la chance en France, et je le rappelle, d'avoir la plus belle et la plus tracée agriculture au monde. Il est important de chérir nos agriculteurs et les agricultrices de nos territoires pour en faire vraiment des grands ambassadeurs à la fois du climat et aussi de l'alimentation de demain. Parce qu'on connaît, on entend dans les médias la grande détresse des agriculteurs. Bien sûr. C'est dramatique, c'est un crève-cœur pour vous, j'imagine. C'est un crève-cœur, en effet, et si on en vient un petit peu à la naissance de Mimosa, comme tout bon entrepreneur, j'ai identifié une vraie opportunité de marché à m'attaquer à la finance sur l'agriculture, mais mon envie militante presque du départ, c'était vraiment de rétablir un lien entre le grand public et les agriculteurs en me servant d'une certaine manière de la finance pour les reconnecter, recréer ce lien entre le monde agricole et l'ensemble de la société civile, parce que je voyais notamment dans les territoires dans lesquels je vivais, dans les Pyrénées-Orientales, qu'il y avait une profonde marginalisation du monde agricole, une vraie souffrance. Et si on a envie de faire un petit peu de politique au passage, c'est vrai que l'Europe n'a pas tenu ses grandes promesses, notamment dans le cadre de la défense de nos agriculteurs, puisque je le voyais sur tous les territoires limitrophes français avec certains États membres de l'Union européenne, il y avait un vrai dumping à la fois social et économique sur les produits et une vraie paupérisation de l'agriculture de proximité, eu égard encore une fois à une forme de concurrence un petit peu déloyale entre l'Espagne et la France, entre l'Italie et la France, etc. Donc du coup, mon envie était de considérer que
L'agriculture était au cœur de tous les grands défis auxquels faisait face aujourd'hui l'humanité. Vous en avez rappelé certains, notamment l'alimentation, la santé, la démographie mondiale, le climat, l'environnement, les énergies renouvelables. C'est à peu près à travers l'agriculture 11 des 17 finalités parcourues ou générées par les objectifs du développement durable de l'ONU. Et donc, il n'y a pas d'autres thématiques qui adressent autant de finalités et d'objectifs. Il était important, selon moi, de remettre en lumière le monde agricole, de starifier l'agriculture française pour que les Français s'emparent du sujet agricole, le financent et peut-être même demain le consomment de manière plus durable. C'est quoi les images de l'agriculture et de la viticulture que vous gardez en tête de l'époque de votre enfance autour de Perpignan? Alors, j'en garde forcément des souvenirs incroyable. Je garde des grands moments de convivialité avec mon grand-père qui était en plus, au-delà d'être viticulteur, président de la coopérative de son petit village qui s'appelle Ponteilla, qui avait la particularité de faire un vin de table assez formidable qui s'appelle le vin des deux clochers, puisque la particularité de Ponteilla est d'avoir deux clochers à son église. Il y a deux chez Mimosa et deux clochers à Ponteilla, exactement. Vous avez raccroché encore un petit symbole, c'est la première fois qu'on me le dit, mais c'est tout à fait vrai. Et du coup, je garde des moments de convivialité, beaucoup de grillades, des grands moments de rapprochement sociétaux, vraiment le village qui vient dans les exploitations agricoles. L'agriculture a cette grande capacité, je crois, historique à fédérer les gens, à être intergénérationnelle, à éduquer autour de ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire la terre et l'environnement. Et donc, c'est forcément des moments d'émotion que j'ai à travers tout le parcours que j'ai pu faire avec mon grand-père. Et comment se fait-il, selon vous, Florian Breton, qu'aujourd'hui, l'agriculture soit tellement en peine? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des problématiques qu'on va considérer comme structurelles et conjoncturelles. Dans les grandes problématiques aujourd'hui de l'agriculture, il y a, me semble-t-il aussi, je l'évoquais tout à l'heure, un enjeu qui est un enjeu plus politique. C'est vrai qu'au départ, quand à la moitié, au milieu du XXe siècle, a été créée 50, oui. La politique agricole commune, qui a été vraiment l'acte fondateur de l'Union européenne autour de l'agriculture, puisqu'on sort de la Seconde Guerre mondiale. Première révolution dans l'agriculture, le machinisme. Deuxième, la chimie. Et troisième qu'on est en train de vivre, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est la révolution numérique. Mais en sortant de la Seconde Guerre mondiale, il fallait nos nourrir grands-parents avaient des tickets de rationnement. Il fallait nourrir la population. Et c'est vrai que la première des vocations de cette création européenne était d'ouvrir notre marché intérieur aux voitures allemandes typiquement, et que la France soit le berceau nourricier de l'Europe, à travers l'industrialisation aussi, le démembrement, le remembrement de l'agriculture. Et donc l'agriculture française a répondu à cet appel des peuples aujourd'hui. Formidable défi. Formidable défi, défi qui nous dépasse et qui a été incroyablement bien réalisé par l'agriculture française. Aujourd'hui, en 2022, les problématiques sont extrêmement différentes. L'agriculture est mondialisée. L'agriculture française subit la volatilité des prix. Parce que les prix sont fixés sur les marchés financiers, à la bourse de Chicago en particulier. À la bourse de Chicago sur la partie, par exemple, céréalière, les quotas laitiers, la fin des quotas dans les betteraves, tout ceci a participé de la fragilisation aussi de notre agriculture, la non-protection aussi de notre alimentation en France, puisqu'on importe, par exemple, dans la filière fruits et légumes, à peu près 50% de notre consommation. On est plus souverain sur une grande partie de notre consommation. Il n'y a pas forcément énormément de pédagogie qui est faite auprès des citoyens et des consommateurs que nous sommes sur les cahiers des charges liés à l'importation, sur le cahier des charges par exemple en agriculture biologique. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, dans un contexte social en plus qui a été fragilisé par la crise sanitaire, où on a quand même, rappelons-le, 10 millions de personnes qui se nourrissent encore malheureusement quotidiennement dans les banques alimentaires, avec un contexte qui est fragilisé, la guerre des prix n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et c'est, me semble-t-il, aussi ce qu'a instauré la GMS, mais avec l'appui forcément complice des consommateurs que nous sommes, les grandes et moyennes surfaces alimentaires. Mais avec, on a tendance à l'oublier, je ne veux pas verser dans la culpabilisation, mais avec l'appui, on va dire, des consommateurs que nous sommes, complices, puisque en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est le poids que nous consacrons en tant que citoyens à l'alimentation, qui est passé au sortir de la guerre à peu près de 50 à 60%, à aujourd'hui à peine 13%. De notre portefeuille. Le budget des ménages aujourd'hui consacre à peu près 13% de son budget à l'alimentation. L'alimentation est un enjeu de société, parce que derrière un produit alimentaire, il y a en effet des agriculteurs,
du climat, de l'environnement, et il y a un cahier des charges qui respecte ou pas justement les enjeux auxquels nous faisons face, mais il y a aussi un enjeu de santé publique. Et donc, ce qu'on a tendance à aussi rappeler chez Mimosa, c'est qu'il est important d'accompagner la transition sociale, économique et écologique de l'agriculture, mais pas avec le seul prisme de l'agriculture biologique qui ne répond pas à la fois à toutes les problématiques en termes d'environnement et de santé publique, mais aussi il faut faire attention à ce que nous consommons. Mieux vaut consommer local et de saison que bio importé. Sinon, en réalité, on fragilise non seulement notre agriculture, mais en plus, d'un point de vue environnement et santé publique, on ne coche pas les bonnes cases. Donc il est important aujourd'hui de ne pas faire preuve de trop de dogmatisme, voire d'idéologie autour de notre consommation alimentaire. Vous pointez du doigt les défauts de la mondialisation et de la financiarisation. Je pointe du doigt les défauts d'une mondialisation non maîtrisée. Aujourd'hui qui nous dépasse et qui finalement a fait de l'agriculture française, encore une fois, un joyau de notre nation, une variable d'ajustement quelquefois sur des traités. On peut citer les différents traités de libre-échange, notamment TAFTA et ou Mercosur, qui aujourd'hui ont fait de l'agriculture quelquefois malheureusement une variable d'ajustement, alors que nous ne devons pas négocier au rabais la qualité de nos agriculteurs ainsi que la qualité de notre alimentation qui est essentielle, à la fois pour la France, mais comme la vocation de la ferme France est aussi d'être une ferme exportatrice, 6e exportateur mondial et première ferme agricole européenne, il est important aujourd'hui qu'on ait des filières de qualité et il en va aussi de l'intérêt de l'alimentation qu'on produit pour le monde entier. Et j'ai tendance à le rappeler aussi, les agriculteurs du monde, et particulièrement les Français en étant 6e pays exportateur du monde, sont les meilleurs casques bleus que nous pouvons avoir, c'est-à-dire les soldats de la paix, puisqu'aujourd'hui on le voit malheureusement rattrapé par l'histoire et par le tragique qui se passe en Europe. Si toutefois il y a une pénurie sur le blé ou une inflation trop forte, et on le voit sur certaines filières, on a un x2 voire x3, en réalité on va créer des famines, donc parce que l'Ukraine et la Russie, toutes les deux, produisent énormément de blé. Un tiers du marché mondial. Un tiers du marché mondial qui est en jeu aujourd'hui, si toutefois il y a une fusion entre l'Ukraine et la Russie. Ou une destruction des récoltes. Une destruction des récoltes, non, en tout cas un levier géopolitique important, et c'est ça aussi l'arme de l'agriculture et l'arme historique française dans sa diplomatie mondiale. Et c'est cela aussi que subissent malheureusement les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui, typiquement, avec un marché du blé qui explose, au regard du fait que la plupart de nos élevages encore, même s'ils sont dans une forme de transition, ne sont pas dans une forme d'autonomie fourragère et d'alimentation locale et autonome, sont dépendants aussi du prix des matières premières de l'alimentation liée à l'alimentation animale. Et donc, on le sait, dans l'élevage en France, il y a quand même des marges qui sont extrêmement compressées, elles ne sont pas énormes, il y a des risques de trésorerie, il y a des paiements qui se font malheureusement tardivement, et quand on subit un aléa géopolitique comme majeur qu'on entend le vivre, ce sont des exploitations en élevage qui sont dans une fragilité extrême, voire qui menacent de disparaître dans les prochaines semaines et les prochains mois en France. Alors Florian Breton, quand on vous entend parler, on sent que vous avez les deux pieds enracinés dans la terre. Vous savez très bien de quoi vous parlez. Et quand on regarde votre parcours, on se dit que vos études finalement ne vous prédestinaient pas forcément à faire Mimosa. Parce que vous avez fait une école de commerce. Bien sûr. Vous avez fait Kedge Business School à Marseille. Ouais. D'abord, pourquoi vous avez fait une école de commerce et comment vous avez raccroché le wagon de l'agriculture ? Je pense que quand j'ai décidé, suite à mon premier parcours scolaire, de rejoindre une business school, j'avais l'ambition de... J'ai toujours eu en moi l'envie d'entreprendre. J'étais certainement encore un peu trop jeune pour reprendre l'exploitation familiale. J'ai voulu m'orienter vers un parcours assez généraliste qui allait m'ouvrir plusieurs portes, donc d'où l'école de management à Marseille. J'étais très intéressé par les sujets agricoles, agroalimentaires. Premièrement, j'étais très intéressé aussi par l'univers des médias et du sport. Et donc, en effet, j'ai commencé par la fin, on va dire, plutôt par les médias et le sport, et les médias au sein du groupe Apsys et avant cela chez Orange, avant de rattraper par l'envie d'entreprendre, de m'engager dans le secteur agricole comme l'avait fait mon grand-père. Et donc voilà, ça c'est la part d'irrationnel qui m'habitait et qui a fait qu'à un moment donné, le déclic est venu. Néanmoins, cette idée, je l'ai en réalité depuis 2010.
Mimosa a été lancé en 2015. Comme on dit souvent en entrepreneuriat, il ne faut pas avoir raison trop tôt. J'ai attendu patiemment plusieurs choses. La première, c'est que le numérique soit un peu plus développé dans les territoires ruraux français. Parce 2010, c'était trop tôt. 2010, c'était trop tôt. Il y avait une vraie fracture encore un peu numérique existante. Les collectivités territoriales étaient en train d'investir, mais les agriculteurs n'étaient pas encore suffisamment connectés à Internet. Deuxièmement, j'attendais que la tendance, et pour moi c'était vraiment le sens de l'histoire, liée à l'alimentation, la volonté du grand public de se rapprocher de son alimentation, j'attendais que cela se développe un peu plus massivement. Et donc les bons thermomètres de l'époque pour moi étaient les associations pour un maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP, ainsi que la Ruche qui dit oui, qui depuis 2010 se développait plutôt vite. Et le troisième... Donc, qui organise des distributions alimentaires au cœur des villes, en fait. Exactement. En allant chercher chez le producteur les fruits et les légumes. Et le troisième élément, c'était l'émancipation, le développement, on va dire, de la finance participative, qui était en 2010 à peine à ses balbutiements, on était à ses balbutiements. Dans le secteur culturel. Et donc pour moi, exactement, socio-culturel. Et donc pour moi, 2013-14, c'était le bon moment, déclic, le mouvement des bonnets rouges, les manifestations grand public, des consommateurs, des citoyens que nous sommes aux côtés des agriculteurs, la volonté de soutenir un secteur qui se fragilise. Et donc là, j'ai pris la décision de tout abandonner pour me lancer. Alors je me rappelle de notre première rencontre, c'était au village Baïséa, donc l'incubateur du Crédit Agricole. Oui. Ça a été décisif pour vous, cette incubation ? Ça ne nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit. C'était il y a 6 ans. Est-ce que ça a été décisif ? En tout cas, ça a été un moment qui a été très intéressant de notre vie, puisque je ne vais pas refaire l'histoire du Crédit Agricole. Mais en tout cas, ce qui était intéressant pour nous, c'était que le Crédit Agricole a une part dominante dans le financement de l'agriculture, un positionnement historique depuis 150 ans. L'avantage qu'on a eu, c'était que l'ensemble des caisses régionales du groupe Crédit Agricole venaient régulièrement à Paris, rue La Boétie, dans cet incubateur, pour regarder un petit peu ce qui s'y faisait, puisque le groupe Crédit Agricole a ensuite décliné sa stratégie village un peu partout en France. Et du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'était la mise en réseau, la mise en relation avec des caisses régionales pour essayer de travailler sur des synergies justement commerciales pour développer et accélérer notre développement, sans forcément que moi, en tant qu'entrepreneur ayant peu de moyens, j'ai besoin de me déplacer un peu partout en France. La France venait à moi et c'était plus simple et moins cher. Alors, on a parlé un petit peu des difficultés du monde agricole avec le revenu des agriculteurs, les prix imposés au niveau mondial, la politique agricole commune qui ne marche pas comme on voudrait. Mais la transition agricole nourrit aussi beaucoup d'espoir. On a parlé un petit peu des AMAP, on a parlé de la bio, on n'a pas encore vraiment parlé des circuits courts, ni de la restauration collective. Est-ce que vous voyez dans ces différents éléments-là des sources d'espoir, de construction d'une nouvelle agriculture ? Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'agriculture est la grande thématique des 20 prochaines années. Désormais, tous les investisseurs, tous les GAFA, de manière générale, s'intéressent par leurs investissements au monde agricole. Demain, en 2050, on a 10 milliards d'êtres humains à nourrir. C'est 250 000 nouvelles bouches chaque jour qui naissent sur notre planète. L'agriculture, les terres agricoles vont à peine augmenter de 4% sur les 30 prochaines années, quand l'agriculture mondiale va devoir augmenter sa capacité de production de 50%, sans détruire l'humanité. Il nous faut plus de productivité, donc exactement. Je vous provoque plus de pesticides. Non, bien évidemment que non, mais en tout cas, plus d'intelligence et plus d'agriculture de précision. Alors comment on fait pour nourrir 10 milliards d'habitants ? Alors déjà, il va falloir investir lourdement dans les innovations. Alors déjà, il y a plusieurs choses. La transition aujourd'hui autour de l'agriculture, elle est triple, notamment en France. Transition sociale, transition économique et transition écologique. Si on s'intéresse particulièrement au sujet écologique dans une perspective aussi de nourricière à horizon 2050. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans notre agriculture, c'est qu'on est en train d'imaginer avec nos agronomes, et la France a là aussi parmi les meilleurs agronomes du monde, une troisième voie dans les pratiques culturelles qui n'est pas l'agriculture conventionnelle historique que nous avons connue d'après-guerre, qui est en train de se réinventer, et qui n'est pas non plus exclusivement l'agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique aujourd'hui, à certains égards, à la fois peut détruire les écosystèmes par le labour, typiquement qui n'est pas retiré du cahier des charges de l'agriculture biologique, mais également fait subir aux exploitations des baisses de rendement qui ne remplissent pas la mission nourricière
projeté à 2050. Cette troisième voie, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, qui permet aux agriculteurs aujourd'hui, par la voie agronomique, scientifique, d'agriculture de précision notamment, de réaliser des rotations de culture un peu plus espacées, de réaliser de positionner du couvert végétal en interculture pour régénérer les écosystèmes, pour augmenter une capacité de production et pour répondre à la mission nourricière de l'agriculture à horizon 2050. Néanmoins, ce ne sera pas tout, donc ça c'est la partie agronomique et culturelle. L'autre mission et l'autre enjeu de l'agriculture est vraiment d'investir dans les innovations agricoles, les agritech. Je reprends une nouvelle casquette. J'ai par ailleurs en 2016 fondé l'association La Ferme Digitale, aujourd'hui qui regroupe 80 membres agritech en France, qui sont vraiment qui représentent cet écosystème, le berceau d'innovation en Europe, selon moi, de ce que doit être l'agritech de demain. Donc c'est une agriculture qui est connectée à Internet, qui utilise les data, qui a des capteurs, qui positionne des drones, qui permettent de cartographier des exploitations agricoles, justement pour augmenter les rendements, anticiper les aléas climatiques, et il y aura beaucoup de travail à faire sur cela, mais également fertiliser de manière plus précise ou traiter, pesticides, avec un usage plus, j'aime bien l'image de pompier, quand il y a un incendie, on traite, on n'arrête pas de traiter, on traite quand il y a un incendie, quand il y a typiquement des insectes qui se positionnent sur des cultures, on traite, mais avec un usage qui est beaucoup plus précis, donc on passe d'une agriculture intensive, presque si je voulais provoquer, en produits phytosanitaires chimiques, à une agriculture intensive d'un point de vue connaissance, data, qui va nous permettre de résoudre justement et de répondre favorablement aux enjeux auxquels fait face l'humanité par une production qui va croître de 50%. C'est pour cela que je ne crois pas en un modèle agricole décroissant, en un modèle unique, qui c'est selon moi qui serait utopique. Je crois en la diversité des modèles en fonction des nations, des climats et des problématiques auxquelles on peut faire face. Donc vous nous dites aujourd'hui la tech en agriculture permet d'aller avec des drones, d'envoyer des drones pour... Des drones, des capteurs, des stations météo, de la blockchain, des approvisionnements en ligne pour réduire la logistique, l'empreinte carbone. Je ne le savais pas, la population ne le sait pas. La population ne le sait pas. Il y a pour une innovation incroyable dans le monde casser agricole. une idée reçue, l'agriculture est un berceau d'innovation millénaire et aujourd'hui, les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle la plus connectée à Internet. C'est 86% d'entre eux qui se servent d'Internet quotidiennement pour un usage personnel et surtout professionnel. L'exemple typique est assez intuitif, c'est juste de consulter déjà la météo sur des applications pour anticiper de potentiels aléas climatiques. Donc l'agriculture, oui, en effet, est innovante, c'est un berceau d'innovation. Et ce que je voulais rappeler, c'est que je crois beaucoup au métier d'agriculteur. Mon grand-père était un chef d'exploitation agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs sont devenus de vrais dirigeants d'entreprises qui ont plein de casquettes, hein, la finance, les approvisionnements, la distribution, la production, etc. Mais l'agriculture de demain, là où elle va devenir intéressante, notamment pour les jeunes générations, c'est que ce sera une agriculture diversifiée aussi dans son business model, donc beaucoup plus résiliente. Elle produira toujours, l'enjeu et la mission nourricière primaire de l'agriculture, mais elle produira également des énergies renouvelables, on le voit désormais avec la méthanisation ainsi que le solaire. Elle stockera du carbone, le deuxième potentiel puits de carbone au niveau planétaire après les océans. Elle reproduira de la biodiversité, c'est le grand retour des haies et des arbres qui vont refaire venir, si j'ose dire, les abeilles, puisque quelquefois on a eu des débats idéologiques autour des pesticides et des néonicotinoïdes qui faisaient disparaître les abeilles. Mais une des raisons qui font aussi disparaître les abeilles, c'est qu'il n'y a plus d'arbres autour des exploitations agricoles. Donc elle reproduira de la biodiversité, elle emploiera un peu plus, puisqu'aujourd'hui, forcément, l'alternative à la machine, ça reste toujours l'homme. Donc elle aura une mission multiple et la diversité de ces business models fera que l'agriculteur de demain sera beaucoup mieux rémunéré et moins dépendant de son premier business model qui est produire pour nourrir, si j'ose dire. C'est un joli paysage que vous nous dessinez là, hein. Ça fait plaisir à entendre. Et bien sûr, Mimosa prend toute sa part dans cette projection de société et de modèle alimentaire. Racontez-nous un petit peu comment fonctionne Mimosa. Alors Mimosa, comme vous le rappeliez, est une plateforme de financement exclusivement dédiée à la transition agricole et agroalimentaire. Donc en 2015, quand j'ai lancé le modèle, on était exclusivement sur le modèle du don avec contrepartie, plus généralement
plateformes comme Kickstarter, Ulule ou KissKissBankBank, thématisées sur l'agriculture. Donc nous, on a à peu près 75-80% de part de marché en ligne sur ces projets de dons. Donc en dons avec contrepartie, on accompagne des projets, des besoins de financement, d'installation, diversification, développement d'activités agricoles, des besoins compris entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros. En gros, c'est entre 1000 et 150 000 euros, record qu'on a réalisé pendant le Covid, mais 90 fois sur 100, on est plutôt sur des collectes comprises entre 3 et 15 000 euros. Et ce sont donc souvent des petites exploitations. Petites et moyennes exploitations, si on veut simplifier au maximum. Si jamais je ne voulais pas simplifier, je dirais aussi qu'il y a désormais des grandes exploitations qui se diversifient sur des métiers ou des activités de circuit court, de vente directe, et qui cherchent à faire autre chose que de la dette, qui ont des petits besoins de financement et pour qui le don avec contrepartie ou la prévente de manière générale est extraordinaire aussi. Mais si on veut simplifier, en effet, on est plutôt sur des petites moyennes exploitations agricoles qui lèvent donc un petit peu d'argent en ligne auprès des consommateurs et des citoyens que nous sommes, moyennant des contreparties en nature, donc des produits, des séjours ou des expériences à la ferme, ce qui a non seulement la vertu de financer des projets, mais en plus de recréer du lien, la mission aussi de l'entreprise, entre les consommateurs et les agriculteurs à travers les produits et les bons plans. Typiquement, on a énormément d'expériences à la ferme, d'agritourisme, de formation au métier d'éleveur. On suscite des vocations à travers ces contreparties et c'est formidable de le voir, notamment avec des classes d'enfants, avec des adultes qui se lancent dans une seconde vie dans le secteur agricole. Et donc c'est ça la portée aussi pédagogique de Mimosa. À partir de 2018, pour accélérer dans notre mission qui est d'accélérer justement, d'accompagner la transition agricole, on a lancé le crédit permettant aux agriculteurs d'emprunter en extension de l'activité de don plutôt entre 15 et 200, 250 000 euros auprès des citoyens. Donc il y avait le don avec contrepartie, et maintenant il y a du prêt. Il y a du prêt depuis 2018. Donc, rémunéré ? Rémunéré. Donc là, les citoyens placent leur épargne de manière utile, transparente, avec de l'impact et des rendements qui sont compris selon le niveau de risque ou le niveau de liquidité du produit financier, c'est-à-dire est-ce que je place sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans? Est-ce qu'on est sur un crédit qui est amortissable mensuellement, c'est-à-dire remboursé tous les mois? Ou est-ce qu'on est sur un crédit in fine, avec un remboursement à la fin du crédit au bout de 2-3 ans? Et la réponse, selon c'est quoi? tout Ça cela, dépend des projets? Ça dépend des projets, ça dépend de l'analyse que nous réalisons avec des critères financiers et extra-financiers, notamment l'impact. Et donc sur la partie, en fonction du pricing qu'on réalise, l'épargnant peut percevoir entre 3 et 7% d'intérêt sur son placement, ce qui est plus intéressant que ce qu'on appelle l'épargne réglementée, qui est assez opaque, même totalement. On ne sait pas qui on finance, quoi on finance. Donc on parle du livret A, par du exemple, livret de développement durable et solidaire. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est opaque? Parce que c'est presque un autre sujet, mais en tout cas, c'est opaque parce que c'est centralisé aujourd'hui. Ça ne sert pas forcément la mission, le LDDS finance à peine à hauteur de 10% sa mission originelle, c'est-à-dire financer des projets de développement durable et de solidarité, on va dire sociétaux, sociaux. C'est centralisé à la fois par la Caisse des dépôts, mais aussi par les banques pour soutenir l'économie réelle, voire être positionné sur des marchés financiers mondialisés qui dérisquent l'épargnant et qui garantit le faible rendement à l'épargnant, ce qui n'est pas le cas sur Mimosa, mais qui n'a pas la vertu, en tout cas, de financer sa mission originelle, marketing, si j'ose dire, qui est le développement durable ou les logements sociaux, typiquement sur la partie livret A. Alors que vous, votre credo, c'est de dire le financement participatif alimenté par les citoyens, il est fléché immédiatement en transparence. Exactement. À 100%. Et on considère même pas, nous, être un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on désintermédie l'accès entre, la relation entre l'épargne populaire abondante que nous avons en France, plus de 5 000 milliards d'encours, et une économie agricole aujourd'hui qui est en pleine transition et qui a besoin aussi de s'appuyer sur l'épargne populaire pour changer de modèle et mieux nourrir la population qui les finance. Et en même temps, si on vous compare au Crédit Agricole dont vous disiez tout à l'heure qu'il était le premier financeur de l'agriculture en France, vous représentez combien? 5%? 1%? Même pas. Le marché du crédit à l'agriculture en France, c'est à peu près dans les 11 à 12 milliards d'euros de crédit, auxquels s'ajoutent à peu près dans les 4 à 5 milliards de crédits réalisés, octroyés
dans les énergies renouvelables agricoles, méthanisation solaire, donc on est déjà à 15-16 milliards d'euros, auquel vous pouvez ajouter un peu plus de 10 milliards d'euros de politique agricole commune, de subventions. Donc on est sur un marché très capitalistique qui a quasiment doublé en 10 ans, on regarde notamment de ces transitions et de ces nouveaux business models. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, Mimosa en synthèse, si jamais c'est aussi la question, on est 45 collaborateurs, on a 6 ans et demi, on a accompagné 5500 projets en France et en Belgique, ce qui est un record mondial pour une plateforme thématique, en volumétrie de projets, toutes thématiques confondues, bien évidemment. Et cela représente à peu près 80 millions d'euros déployés, dont 30-35 investis, dont 30-35 l'année dernière, et cette année on vise 60 millions d'euros. Donc on va comparer les 60 millions d'euros cette année aux 14-15 milliards d'euros de crédit. Je vous laisse faire le calcul, mais on n'est pas à 5%. Et en même temps, on peut comparer votre progression par rapport à l'année précédente et celle double d'avant, chaque qui année. est phénoménale. Ouais. On vise les 50 à 60 cette année, on a fait à peu près 30 l'année dernière, on a fait 18 en année crise Covid 2020 et on faisait 9 en 2019. Alors justement, je voudrais revenir à cette période du Covid, parce que vous aviez communiqué à l'époque en disant, en alertant les Français sur le fait que, oui, bien sûr, les Français avaient accumulé énormément d'épargne, faute de pouvoir dépenser de l'argent pendant le Covid à cause de la pandémie. Ils ne pouvaient pas partir en vacances, ils ne pouvaient pas pratiquer leurs loisirs. Et vous aviez alerté en disant, attention, il y a un impact écologique de votre épargne quand vous la laissez placer sur les livrets d'épargne réglementée notamment. C'est quoi le message qu'il y a derrière ? C'est de dire aux Français, investissez chez Mimosa, ou la ficelle est un peu moins grosse que ça ? Alors, c'est même pas chez Mimosa, c'est investissez de manière assumée à travers Mimosa pour soutenir aujourd'hui ce que nous avons de plus important en France, c'est-à-dire l'agriculture et notre alimentation et les enjeux à travers l'agriculture climatique, environnementaux, sociétaux. Donc, bien évidemment, vous accumulez aujourd'hui une épargne qui est abondante. Je comprends, encore une fois, pour en être aussi un humble consommateur, comme beaucoup de Français, je comprends la magie du petit nounours livret réglementé qui est sécurisant, qui nous permet d'anticiper la retraite, l'école de nos enfants, les aléas personnels qu'on peut vivre. C'est un nounours confortable qui nous aide à mieux dormir la nuit. Mais néanmoins, le message que je voulais faire passer, c'était que cette épargne, sans le savoir aujourd'hui, représente à peu près 70% de notre épargne, puisque c'est une épargne qui est, à travers les marchés financiers encore, qui finance malheureusement les énergies fossiles. Mais néanmoins, ce que je dis, c'est faites le pari chacun d'entre vous, et c'est à notre portée, de consacrer entre 1 et 5% de votre épargne à des enjeux d'utilité sociaux et écologiques. On avait lancé un mouvement d'ailleurs qui s'appelait Objectif 1%. Objectif 1%, c'était un mouvement qu'on a lancé, qu'on va continuer à généraliser, à mettre à l'échelle, qui est en partenariat avec un certain nombre de médias, mais qui justement vise... Et d'acteurs de la finance solidaire. Et d'acteurs de la finance solidaire, bien évidemment, mais qui vise à responsabiliser un petit peu les gens. Objectif 1%, c'est consacrer au moins 1% de votre épargne à des enjeux sociaux et environnementaux. Et Mimosa est un des canaux pour vous permettre de financer des enjeux sociaux et environnementaux. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 0,3%. Exactement. C'est ce que dit Financial, il nous le disait la semaine dernière. Et Mimosa, aujourd'hui, en termes de deal flow, d'opportunités de financement à impact, c'est entre le don et le crédit, entre 120 et 150 nouveaux projets par mois, en France et en Belgique, sur tous les territoires, toutes filières confondues, qu'on ait des sensibilités ou pas vers le végétal, l'animal, il y a de tout chez Mimosa justement pour permettre à chacun d'entre nous de s'engager. Donc vous dites aux Français, donnez du sens à votre argent, ça tombe bien, c'est aussi un des messages qu'on passe régulièrement chez Mediatico. Et puis il se trouve que vous, chez Mimosa, vous avez levé 7,5 millions d'euros l'année dernière pour vous développer. Auprès de qui avez-vous levé cet argent et qu'est-ce que vous en avez fait ? Alors, qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, c'est vrai que j'avais lancé ma levée de fonds lors du confinement 1, qui n'était pas la meilleure des périodes. Ça s'est bien passé. On a bénéficié d'une très forte accélération aussi de notre activité. Donc, c'est une levée de fonds, en effet, de 7,5 millions que j'ai officialisé en 2021, justement pour recruter, augmenter nos capacités justement de production à travers le recrutement de personnes clés, à la fois en tech, en produits, en marketing, en sales, vraiment sur toutes les directions de l'entreprise, mais également pour lancer et créer le premier fonds de dette
qu'on a officialisé en ce début d'année 2022, qui s'appelle Mimosa Transition 1, qui est un fonds qui vise à peu près dans les 50 à 60 millions d'euros de capacité de financement. Aujourd'hui, on en est à une trentaine, mais on pense clôturer d'ici à cet été, qui est un fonds levé auprès d'institutionnels, de corporate ou de family offices, donc des gestionnaires de fortune, qui sera déployé sur les 2 prochaines années, on va dire d'ici à l'été, automne 2023 plus exactement, qui vise à financer avec beaucoup plus de puissance et d'impact les projets en crédit, donc, puisque c'est un fonds de dette, aux côtés des citoyens, de manière hybride, sur toutes les collectes, donc justement supérieures à 100 000 euros. Donc ce que ça veut dire, c'est que non seulement on a toujours la promesse du grand public, l'épargne populaire, qui est très importante et qui est profondément inscrite dans notre ADN, c'est-à-dire vraiment la foule qui s'empare des sujets et qui finance de manière utile et transparente les projets de transition qu'on sélectionne, mais il y a également la puissance de la finance, c'est les institutionnels dont je parlais, pour garantir derrière, puisqu'on sait que c'est un avantage compétitif majeur par rapport aux banques, un accès au financement extrêmement simple et rapide pour nos clients agriculteurs qui sont digitalisés. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui chez Mimosa, sur les dossiers en crédit, on est capable de financer les projets en 5 à 10 jours maximum, quel que soit le montant. Quel que soit le montant. On peut lever 2 millions d'euros en 10 jours maximum, grâce, encore une fois, à la puissance hybride des centaines de personnes qui financent des projets, mais également du fonds. Et on donne accès aussi, dans un jargonnage très financier, à la classe d'actifs dette agricole, à un monde de la finance qui n'y avait pas accès, qui cherche aussi, comme les épargnants que nous sommes, à rentrer dans des thématiques qui font sens pour l'avenir de l'humanité. Alors on entend votre engagement pour l'agriculture et l'alimentation, votre engagement d'entreprise, on entend la puissance du levier financier et ce n'est pas tout à fait un hasard si depuis l'année dernière vous êtes certifié B Corp, Benefit Corporation. Ouais. Et ce n'est pas non plus un hasard si actuellement vous êtes en train de travailler sur votre impact, votre mesure d'impact. Bien sûr. Racontez-nous un petit peu ce que ça suscite en interne, pourquoi vous le faites et ce que vous découvrez de vous-même en fait. Bien sûr. Alors déjà, ce que j'aime bien rappeler, c'est que nous, Mimosa, on a un peu impact natif. Quand on s'est créé, quand on a vraiment lancé l'initiative en 2015, on était déjà sur les sujets d'impact. B Corp avait moins de réputation et de notoriété, mais on était déjà très conscient des finalités qu'on finançait, très conscient de notre responsabilité interne. Et donc c'est vrai qu'avec la généralisation aussi de B Corp, on a vu en B Corp aussi un levier à la fois de rationalisation, de professionnalisation de notre approche de l'impact, à la fois sur ce qu'on appelle le scope 1, 2 et prochainement 3, donc à la fois en interne, être responsable de nos émissions de gaz à effet de serre, être responsable de notre consommation énergétique, être responsable d'avoir une vraie politique en termes de tri, en termes d'approvisionnement, en termes de consommation du numérique, avec justement essayer de s'affranchir aussi de certains acteurs pour relocaliser la consommation à travers des serveurs. Vos serveurs aujourd'hui sont en France, c'est ça que vous voulez dire? Les serveurs sont en train de rapatrier. Non, on n'est pas chez OVH, mais on est en train de rapatrier tout en France. On était chez Amazon très classiquement et on est en train de changer d'acteur. Et du coup, on a en matière de gouvernance, en matière de social aussi au sein de l'entreprise, on a fait un gros travail avec la certification B Corp. Et c'est en fin de compte aussi un formidable levier pour fédérer et engager les équipes autour d'une mission commune. Après, pour aller plus loin, c'est-à-dire plutôt sur la partie Scope 3, notre impact... Donc les impacts indirects de vos parties prenantes. Exactement, au regard, encore une fois, de notre activité de financeur de l'agriculture, on a développé une matrice multidimensionnelle, vraiment propriétaire, qu'on a développée, encore une fois, chez Mimosa, avec un travail scientifique qui a été réalisé depuis pas mal de temps, auprès de beaucoup d'acteurs et de technos, justement pour développer une matrice en 3 piliers, qui sont pour nous les 3 piliers de la transition agricole, le pilier société, le pilier économique et le pilier écologique. Si on s'intéresse plus particulièrement à la partie écologique, on a des critères d'éligibilité à minima aujourd'hui, d'un point de vue agriculteur à accompagner, qui s'appuient à la fois sur des cahiers des charges, pour la plupart étatiques, mais aussi on challenge chacun des agriculteurs sur
l'utilisation des produits phytosanitaires, justement la trajectoire de réduction, sur la trajectoire de stockage de carbone, sur la biodiversité, sur la consommation des ressources naturelles, justement pour arriver sur quelque chose qui est un scoring général. Et en dépit de la qualité financière de l'exploitation, si toutefois un score minimum n'est pas atteint d'un point de vue impact, on refuse le projet de manière assumée pour être certain à la fois de faire converger la viabilité de l'exploitation eu égard au financement des projets par les épargnants et le fonds qu'on a levé, mais également garantir, on a un peu un tiers de confiance, Mimosa, une marque label pour certifier la trajectoire qui s'inscrit vraiment dans quelque chose de positif pour notre avenir commun. Et pour aller plus loin, justement, dans cet exercice-là, on a signé un partenariat avec Carbone 4, justement pour mesurer l'empreinte carbone des exploitations que nous finançons, justement pour les suivre année après année. Et on va certainement, dès 2023, intégrer aussi deux indicateurs que sont la trajectoire biodiversité, l'empreinte, la mesure de la biodiversité, ainsi que la notation et la qualité des sols pour scorer là aussi notre risque. En tant qu'explorateur, laboratoire, j'aime bien dire que Mimosa est d'une certaine manière un phare aussi qui essaie de montrer quelle est la voie d'avenir pour la finance, humblement, en essayant de conceptualiser, d'intégrer des technologies qui permettront demain, je l'espère, de mieux qualifier le risque des exploitations agricoles, même d'un point de vue financier. Et tout ça, c'est ce que vous appelez votre stratégie d'impact que vous avez Bien sûr. présentée au Salon de l'Agriculture cette année, en 2022. Je suis curieux de savoir comment vous regardez d'ailleurs ce Salon de l'Agriculture et les différents acteurs qui s'y trouvent. Est-ce que ce sont des clients potentiels? Est-ce que ce sont des partenaires pour vous? Est-ce que vous trouvez qu'ils travaillent mal? Et puis au fond, il y a cette question de la transition agricole dont vous dites qu'en fait, c'est une réponse aux grands défis de l'humanité. Et c'est vrai que ce Salon de l'Agriculture, c'est un concentré des défis de l'humanité qui sont devant vous. Comment vous regardez ça? Le Salon de l'Agriculture, je le vois, c'est un salon que je fais depuis, en tant que professionnel depuis 6 ans, en tant que citoyen depuis plus de temps, depuis à peu près 10 ans. Ce que je trouve extraordinaire dans ce salon, c'est que c'est vraiment le grand rendez-vous populaire entre l'agriculture et le grand public. Donc je trouve que c'est un rendez-vous extraordinaire aujourd'hui de promotion des métiers, de création de liens sociaux, de consommation plaisir, de mise en lumière de tout ce que nous avons de plus beau aujourd'hui dans l'agriculture et l'agroalimentaire français, vraiment comme un vrai fleuron. Donc ça, c'est pour le très beau côté, la très belle mission aujourd'hui qui est remplie par le Salon de l'Agriculture, dont c'était cette année la 58e édition, donc c'est extrêmement ancien. Maintenant, le mauvais côté quelquefois du Salon de l'Agriculture, c'est qu'on vend à travers le Salon de l'Agriculture aussi une agriculture un peu fantasmée, à un grand public, on va dire, pour plus de 50% qui est principalement francilien, qui pourrait voir en l'agriculture une espèce d'image de Martine à la ferme avec des belles vaches, etc. Un peu trop de marketing peut-être. Un petit peu trop de marketing quelquefois. Mais ça a le mérite en tout cas de starifier le métier, de susciter des vocations, et c'est ça qui est assez formidable. Attention à ne pas trop fantasmer non plus le métier, c'est un métier qui est dur. Les agriculteurs et les agricultrices travaillent beaucoup, c'est 70 à 90 heures de travail par semaine en moyenne chez les agriculteurs. Ils travaillent beaucoup, mais néanmoins, maintenant, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un métier qui est en train de se réinventer. Mais je pense aujourd'hui que l'avenir de l'agriculture d'un point de vue social, c'est pour cela que je parle aussi d'une transition sociale, c'est aussi d'avoir un métier qui n'est pas forcément une vocation de vie. Typiquement, Frédéric, peut-être qu'un jour, vous allez reprendre une exploitation pour une tranche de vie professionnelle, là où historiquement, c'était vraiment le schéma traditionnel, c'est la transmission et l'installation des enfants, fils ou filles, puisqu'il y a une grande féminisation de l'agriculture, avec un métier vocation toute une vie. Aujourd'hui, l'agriculture est en train d'évoluer, notamment vers une transition de vie, deuxième ou troisième vie professionnelle, qui ne sera peut-être pas d'ailleurs toute ma vie professionnelle, mais qui sera un bout de ma vie professionnelle, comme on peut changer d'entreprise. Et c'est là aussi l'avenir du renouvellement des générations, qui est un enjeu de société immense. C'est dans ce sens que le Salon de l'Agriculture aussi est important pour faire de la pédagogie auprès d'une future clientèle qui va inévitablement, pour certains cas en tout cas, s'installer dans ce merveilleux métier. Eh bien, allez savoir où me mènera le chemin de la vie, nous verrons bien.
Florian Breton, merci beaucoup pour cette plaisir. interview. Longue vie à Mimosa. Merci à beaucoup. vous d'accompagner la transition alimentaire, la transition écologique et sociale, comme vous l'avez si bien dit.